Mesdames et messieurs, bienvenue, DBS Télévision. C'est un grand moment de télévision, vous l'annoncez, parce que depuis quelque temps, nous étions un peu au courant de ce qui allait se dérouler au Cameroun au cours de ce mois de décembre avec les arrivées des plus hautes personnalités. Nous avons beaucoup de chance parce que le comité d'organisation du double concert événement de monsieur Richard Bona, qui est artiste international d'origine camerounaise, nous a donné l'occasion de recevoir cette grosse figure emblématique, on ne trouvera jamais les mots, probablement aux côtés de Manu Dibango, l'artiste camerounais qui nous représente le mieux à l'international. Et ça dure depuis plusieurs années déjà. Il est parti tout jeune du Cameroun où il est né avant de se retrouver en France, passant par les États-Unis. Monsieur Richard Bona est dans ce studio et sans autre forme de procès, on va vous le présenter. Bienvenue, monsieur. Merci, ravi d'être ici. Voilà, alors j'avoue que c'est pas très facile depuis que vous êtes là, ça bouge beaucoup. Vous n'avez pas une minute pour vous. Ouais, mais ça fait partie de mon métier, donc on essaye de... Déjà habitué, quoi, c'est ça? Ouais, habitué, on essaye de faire ce qu'on peut faire, quoi. Mais en tout cas, on est ravis d'être ici, je suis content d'être au Cameroun. Mais la promo fait partie de mon travail, donc je suis ravi de faire ça. Tout à fait, avec beaucoup de professionnalisme, on va le rappeler. Alors, votre histoire, elle est énorme, donc on va pas avoir le temps de la revisiter totalement. Mais pour cette occasion, commençons par vraiment les formalités. Si vous voulez, vous êtes là, essentiellement pour le double événement qu'on a annoncé, ou alors il y a une autre raison qui vous a fait venir au Cameroun? Bah, revenir au Cameroun, c'est pas simplement l'événement aussi, quoi. Le Cameroun étant mon pays, on prend aussi l'occasion de voir les amis, voir la famille et faire son travail aussi. Donc, en l'occurrence, les deux concerts que je suis venu faire. Alors, Richard Bona, vous arrivez à pouvoir garder votre camerounité malgré tout ce que vous représentez aujourd'hui sur la scène internationale. Quand vous arrivez, est-ce qu'il n'y a pas un petit décalage? Comment vous vivez cela du fond de vous-même? Bah, je peux pas être décalé quand même. Pour quand je viens au Cameroun, j'ai grandi ici. Ouais. Je peux pas être décalé en venant au Cameroun, quoi. C'est chez moi et je me sens pas décalé, mais il y a un petit dépaysement des fois qui pourrait être, voilà, je pars de New York, il fait moins 8 degrés, mais bon, ça prend quelques jours et on se remet plus ou moins... Tout à fait. Voilà. Et depuis votre arrivée, est-ce que comment ça s'est passé vous-même, l'accueil cette fois-ci? Est-ce que c'est différent par rapport aux années passées? Non, c'est toujours en général un très bel accueil, quoi. Et les fans sont toujours enthousiastes donc voilà, c'est toujours pareil. J'ai pas vu un changement majeur en fait de ce côté, quoi, réception et tout, quoi. Alors, on va dire que quand on lit un peu votre histoire quand même, qui est bien connue, naissance en 1967, donc de la Haute-Sanaga au Cameroun, vous êtes parti. Alors, pour vous, donc, la musique, c'est une affaire de famille, apprend-on? Ouais, en plus, la région Genève, vraiment, la musique fait partie. Bon, il faut se dire, je suis né dans un petit village, à l'est du Cameroun, et c'est vrai... Pas trop d'activité non plus à cette époque. Vous savez, quand on était gamin, vous le saviez certainement aussi, venant d'une région comme ça, on n'a pas de cinéma, on n'a pas de... Bon, la seule activité reste le seul divertissement. Vous nous le confirmez, je vous coupe pas. C'est vrai que dès l'âge de 4 ans, vous étiez déjà 3 ans. initié. Ouais, 3 ans, ouais, c'est ça. 3 ans, quand j'ai mon premier balafon que mon grand-père a fabriqué, j'avais 3 ans, quoi. Donc, le seul divertissement devient la musique, en fait, et j'en ai fait, en fait, mon métier après, quoi. Ouais. Alors, maintenant, le déclic, à votre avis, ça arrive quand? C'est quand vous atterrissez en Allemagne, ou alors aux États-Unis, ou alors à Paris, finalement? Le vrai départ pour vous, c'était à quel moment? Le vrai départ pour moi, en tant qu'artiste, on joue... le départ, c'est déjà ici, à Douala aussi. Ouais. Moi, je vais pas mettre un accent simplement sur le fait le départ, c'est pas toujours en fait synonyme d'album et de reconnaissance en fait. Mais moi je pense que la vraie reconnaissance elle commence en fait chez soi. Et donc quand j'ai commencé
être un crack dans la ville, à jouer dans tous les bars et dans tous les cabarets de la ville en fait. C'est ici que j'ai commencé. Et voilà, et après, ça se répercute en fait après quand vous arrivez. Je ne fais que ce que je faisais déjà ici, quoi. Vous voyez. Donc quand j'arrive aux États-Unis, maintenant quand on dit une répercussion vraiment au niveau planétaire, quand on commence à faire, quand on commence à réaliser des albums ou signer dans les majors, ça commence par contre en fin des années 90, quand je signe chez Columbia aux États-Unis. Voilà, mes 2 albums ont été signés chez Columbia. Après, j'ai fait 5 albums chez Universal. Donc, je viens de faire un dernier album chez Universal. Bon, là, c'est tout autre chose, mais n'empêche que moi, c'est pas là le déclic. Moi, le déclic, il commence en fait ici, quand je commence à... Ça, c'est vrai également, parce que c'est bien de garder, on va le dire, votre rapprochement avec votre terre, votre patrie d'origine, mais quand même... on ne peut pas s'empêcher de considérer que vous avez un itinéraire spécialement à part. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas compter, ils ne sont pas nombreux ceux qui sont dans votre registre aujourd'hui. Donc pour vous, qu'est-ce que vous avez à dire concernant les métiers de la musique aujourd'hui? Parce que vous êtes, on va dire, musicien international aujourd'hui. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être à votre niveau, mais quand même, est-ce que c'est tout un métier qu'il va falloir apprendre spécialement pour être bien considéré là-dessus? C'est un métier qui est déjà en mutation en ce moment. Hein. L'industrie musicale en général est en pleine mutation en ce moment. Mais mis à part ça, c'est comme tout autre métier, quoi. Il faut travailler dur, quoi. Il faut travailler tout le temps. Il faut avoir de la passion, moi je dis, quoi. Ne pas faire simplement la musique parce que c'est cool de faire la musique, quoi. Il faut que ce soit une passion, quoi. Est-ce qu'il faut nécessairement passer par un conservatoire, par exemple? Non, c'est pareil. La musique, le conservatoire ne t'apprend pas à jouer de la musique. Il faut pas oublier. Je sais qu'au Cameroun, maintenant, tout le monde, j'en parlais tout à l'heure, tout le monde est là, oh, une école de musique, oh, une école de musique. Et ce, nous, on a eu une école de musique, nous, au Cameroun. Non, franchement. Mais si Martin n'a pas eu une école de musique, mais on a quand même joué. Donc, sans école de musique, on arrive quand même à produire des musiciens. Donc, c'est une preuve qu'on peut avoir des musiciens sans école. Maintenant, l'école vient, moi-même j'enseigne dans une école à New York, à la New York University, pour avoir enseigné là-bas. L'école ne fait pas un musicien, l'école vient plutôt polir le musicien qui est déjà en le musicien. Voilà. Alors aujourd'hui quand même, il faut rappeler que la musique camerounaise, telle qu'on la considère de nos jours, est un peu en déclin. Est-ce que c'est le constat que vous faites également? Enfin, pour ce qui se fait au Cameroun quand même. Et à votre avis, quelles seraient les causes quand même de cette perte de rayonnement de la musique du Cameroun? Les musiciens camerounais sont toujours bons musiciens. Le truc, c'est que les productions sont pauvres. Voilà. On a de très... Si on compare à... C'est pas parce que... les Nigérians ne sont pas forcément meilleurs que les Camerounais ou les Ivoiriens. Non, moi je pense que les productions sont pauvres au Cameroun, quoi, en fait, quoi. Il manque de vrais producteurs au Cameroun et c'est ce qui fait des faux artistes. Mais en termes de musique, attention, le Cameroun a d'excellents musiciens, quoi. Et, alors, Richard Bolin, quand on regarde votre discographie en solo, il n'y a pas beaucoup d'albums. Enfin, 99 jusqu'en 2013, il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, et puis il y a beaucoup de collaborations aussi. Donc vous voulez vous positionner beaucoup plus dans ce registre-là, quand même. Je me positionne dans tous les registres. Moi, je suis un étudiant dans la musique, quoi. Moi, si je jouais que ma musique, je me ferais chier très vite, quoi. Donc, j'aime bien faire d'autres projets pour pouvoir pour justement me laver un peu de tout ce que pour me renouveler, quoi, si je peux utiliser ce terme, quoi. J'aime bien faire des choses différentes, c'est-à-dire je viens maintenant avec ce projet qui est là, c'est un projet très afro-cubain, quoi, en fait, quoi. Le groupe qui m'accompagne demain et après-demain, c'est un groupe à tendance très afro-cubaine, quoi, une tendance plutôt afro-caribéenne. Et j'étais au Japon avec une autre formation il y a 2 semaines, j'étais en Asie, mais avec une toute autre formation, quoi. Et je pense pas que je ferai une seule formation comme ça toute l'année. Je vais me lasser très vite, quoi. Donc j'aime bien, justement, j'apprends beaucoup plus avec des projets différents comme ça. Et aujourd'hui, quel est l'impact que vous pensez que ça peut avoir, votre démarche, véritablement sur, on va le dire, votre pays, le Cameroun, dans le domaine de l'art musical, justement? L'impact, vous
voulez dire. Vous voulez dire qu'est-ce que le Cameroun artistique gagne à travers ce que vous leur apportez? Bah, qu'est-ce que j'apporte quand je vais jouer en Sibérie? Tous les Russes ils savent que je suis Camerounais. Hein. Ouais. C'est déjà ça, quoi. C'est-à-dire que représenter mon pays, représenter ma culture, et c'est tout un honneur et je suis fier de le faire. Et ouais, partout où je passe, rien qu'à savoir, là je vais au Brésil au mois de mars, dans le nord-est du Brésil, pour faire une tournée là-bas, pour leur annoncer aussi que le Cameroun vient gagner la Coupe du Monde chez vous. Tout à fait. Donc voilà, on fait de la représentation, quoi. Nous sommes les ambassadeurs de ce pays. C'est nous les vrais ambassadeurs de ce pays. Tout à fait. Tout à fait. Alors là, on va revenir quand même pour monter un tout petit peu, parce qu'il y a une petite polémique quand même depuis qu'on a annoncé votre double concert au Cameroun sur la nature, on va le dire, des prix qui sont pratiqués de façon un peu prohibitive. Est-ce que c'est un concert, est-ce que Richard Bona, vraiment, on va aller directement vous poser la question, c'est un concert pour les riches finalement, parce que 20 000 francs, 30 000, 50 000 francs, c'est réservé quand même aux seules personnes qui ont ces moyens-là quand même? Bah, moi je dirais... Moi, je suis artiste, moi. Ouais. Je ne fais pas. C'est vrai que la question, je ne suis pas là pour statuer. Voilà, moi, je ne suis pas là pour statuer le lieu, les prix et tout. Moi, j'essaye de faire que chacun. Je dis souvent, si chacun restait dans son département. Déjà. Ouais, moi, j'essaye de rester dans mon département. C'est pas moi à venir débattre pourquoi les prix sont souvent chers ou pourquoi ils sont. Mais d'un autre côté, moi, plutôt, ce qui attire mon attention ici, j'ai toujours plutôt l'impression que je joue dans les mêmes villes à chaque fois et que je commence à avoir comme une résonance venant des fans qui sur le réseau internet, du net, qui disent mais comment ça se fait que vous êtes Camerounais mais vous jouez toujours à Douala et à Yaoundé. Et donc j'ai envie de faire une tournée en 2015 et sillonner toutes les villes du Cameroun, en fait pas toutes les villes, mais plus ou moins les 10 provinces du Cameroun et montrer que voilà, c'est une façon de montrer aussi que disons que vous voulez faire ressortir toute la difficulté qu'auraient la plupart des Camerounais qui sont vos fans à accéder à vos concerts. Accéder à mes concerts. Et certainement, si je le fais, certainement les prix ne seront pas exorbitants. Mais non, quand un concert est à ce prix, c'est pas vraiment moi qui statue, qui décide du prix d'un concert. Disons que ceux qui ont enclenché la polémique pensent que le concert est offert aussi par des multinationales, des sociétés importantes de la place, qui auraient pu leur offrir gratuitement Richard Bona quand même, qui est Camerounais, après tout. Maintenant, la responsabilité revient pas à Richard Bona, malheureusement. Je peux pas, comme je dis encore, moi je décide pas des prix, ni des lieux du concert. Nulle part d'ailleurs. Moi je vais où on m'invite. Et si les conditions sont réunies pour moi, pour venir justement montrer ce que je sais faire, et c'est ce que je vais faire demain, c'est ce que je vais faire après-demain. Il nous reste une trentaine de minutes, on va revenir sur votre parcours. Mais d'abord, il y a autre sujet quand même qui agite le milieu musical. C'est vrai qu'à l'époque, on avait déjà suivi la position que vous aviez concernant la bataille du droit d'auteur, qui est séculaire dans notre pays. On n'en a jamais réussi à en sortir. Finalement, à nouveau, on est dans l'imbroglio à ce niveau. Je ne sais pas si vous êtes au courant un tout petit peu de tous ces désordres-là. J'ai été au courant juste récemment en arrivant, en fait. J'ai pas suivi vraiment Vous êtes un artiste affilié à la SACEM essentiellement. Moi, je suis SACEM, moi. Je suis SACEM Monde et je suis ASCAP aux États-Unis, Amérique du Nord. Donc, c'était quoi la question, excusez-moi? Disons, cette querelle sur la gestion du droit d'auteur qui n'a jamais trouvé une vraie solution au Cameroun, quand même, je crois que vous êtes au courant. Il y avait beaucoup de disputes tout le temps. Bah, j'aime pas parler vraiment du droit d'auteur au Cameroun. J'ai donné un peu plus ou moins mon avis il y a quelques années déjà. Je pense plus que j'ai plus l'impression en fait que c'est une bataille de clans en fait. Beaucoup plus qu'une bataille de droit d'auteur. Tout à fait. Parce que vous avez dit bataille de clans, si on n'a pas bien suivi. Bataille de clans. C'est ça. J'ai plutôt l'impression que c'est une bataille en fait. C'est une bataille de clans plus qu'une bataille du droit d'auteur. Parce que si on se bat vraiment pour le droit d'auteur, on serait tous du même côté. Les artistes pousseront du même côté. Vous savez, si on pousse la bagnole, une voiture de ce côté et que les autres poussent de l'autre côté, la bagnole n'avancera jamais. Et comme le Cameroun a la particularité d'être exceptionnel dans des batailles, et voilà, donc ça se rend en fait au niveau des clans, quoi. Il faut dire ce que c'est, quoi. C'est des créations intellectuelles, hein, quand quelqu'un compose une musique ou peint une peinture, ce ne sont pas des fonctionnaires d'État.
Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, qu'est-ce qu'une institution gouvernementale a à faire sur le droit d'auteur? Ça, ce serait ma première question. Parce que cela ne se passe nulle part ailleurs, sauf au Cameroun, parce que le Cameroun est exceptionnel. Exceptionnel, voilà. Vous êtes une voix autorisée, effectivement. Je crois qu'on peut très légitimement vous donner la possibilité de dire comment ça se fait, normalement. Je sais pas, à ce que j'ai pu suivre là, hein, je pourrais avoir tort, hein, qu'on a élu un PCA, et on s'est rendu compte qu'il avait une autre nationalité. Tout à fait. Ok, d'accord. Allons maintenant, regardons nos lois. Nul n'est censé ignorer la loi, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous apprend, hein, je sais pas. C'est ce qu'on nous apprend. Il faut qu'on lise. Très souvent, j'ai l'impression que les gens qui font les lois au Cameroun ne les lisent pas souvent. You know? You put down a law, then read it. On a une loi, ok. Si effectivement, les textes de la SOCAM ont statué que quelqu'un de nationalité étrangère ne peut pas être PCA. Mais qui c'est qui a validé? C'est quoi le comité qui a validé cette candidature pour commencer déjà? You know, you gotta look at this thing from the bottom, you know? Et mais bon, très souvent les gens ne regardent pas. On regarde un texte de loi, mais on ne l'applique pas vraiment. Et si on va l'appliquer sur les musiciens, appliquons le texte très très bien à tout le monde. Oui, je vois ce que vous voulez dire. You know what I mean? Then, il faut l'appliquer at everybody. You know, just don't focus on one person. You know, s'il a été élu, il a été. Et puis moi j'ai une question à poser à tous, à ceux qui. Une seule question à poser. Dites-moi. Est-ce Ndidi Yango, est-ce un nom pakistanais ça? Non mais entre nous. Entre nous. Soyons quand même. Dites-moi. On vient me dire moi j'ai 3 passeports. Je vais pas me cacher. J'ai 3 passeports. Je suis américain, je suis portugais et je suis d'abord camerounais. Et personne ne va me l'enlever. Ni un texte de loi, ni personne quoi. Quand vous arrivez au Cameroun, vous n'avez pas besoin de prendre de visa. Quand vous devez arriver au Cameroun, vous ne prenez pas de visa. Bullshit, man. I don't care. I go. Au Cameroun, c'est mon pays, man. Et tous ces textes de loi là, I don't care. Je suis né à Minta, man. Et celui qui n'est pas content, qui vient me chercher dans mon village, man. I'm a boss your ass down there, man. You know, c'est quoi ce truc là? C'est très politique tout ça. Essayer de pousser les gens. Et puis je vais vous dire, moi. Aucune société n'a évolué sans la participation de sa diaspora. Alors si on croit qu'au Cameroun on va évoluer sans que nous on amène notre part de... mais non, on va pas construire ce mur. On va le construire ensemble. Et le Cameroun, il va se construire. Nous allons construire le Cameroun. Ça, je peux vous le dire, quoi. Moi, on est très content de vous entendre dire cela, parce qu'effectivement, on a tendance à penser que vous qui aviez émergé, on va le dire, sur la scène internationale, n'avez plus beaucoup de temps pour votre pays. Non, je chante toujours en ma langue. Non, c'est chez moi. Non. On va le construire, je peux vous dire, quoi. Et ça arrive, hein. It's coming. Sortons de ce petit sujet, c'est vrai qu'on ne voulait vraiment pas vous embêter avec ça, avec les histoires de... Il faut pas m'embêter avec ça, parce qu'on est prêt, man. We're ready, man. We're ready to rock, baby. Alors, sur la double nationalité, vous dites, pour nous résumer, on n'a pas besoin de demander à M. Didier Yango aujourd'hui que finalement... il ne devrait pas avoir son passeport américain, c'est ça. Donc, on a besoin de construction au Cameroun. Tout à fait. Si je viens construire, ne me fatiguez pas à cause de mon portugais ou mon machin. Je viens construire, je ne vais pas construire au Portugal. C'était connu avant. En tout cas, le comité électoral a déjà été sanctionné. Je crois qu'il y a un dénommé Abba Oyono qui était à la tête d'une CPI. Ça, je ne connais pas. Par contre, je me dis, c'est qui c'est qui a validé déjà. Parce que pour pouvoir nommer quelqu'un, il faut déjà passer par un certain... Tout à fait. Ouais, déjà. Et donc, on a validé cette candidature, oui ou non. Et moi, j'ai un problème déjà à la base, ça, you know? Et quand on valide, et autre chose, dès qu'on veut exclure, parce que, c'est pas un Camerounais, parce que c'est un étranger. Ndidi Yango, je dis encore, c'est pas un Chinois, nom de Dieu, je rêve, là. Et s'il a envie de faire des choses, et même s'il est Chinois, s'il a envie de faire des bonnes choses, man, let this Chinese guy come and build some good in Cameroon, yo. Ok. You know? Ok, this is Richard Bona, en exclusivité sur DBS. Madame, monsieur, on est en direct. Alors, forcément, donc, on va espérer que toutes ces questions-là se règlent et que c'est de la responsabilité du politique. Vous avez indexé la politique tout à l'heure, donc le ministère des Arts et de la Culture. Est-ce que quand vous arrivez dans notre pays, vous avez le sentiment que vous êtes réellement considéré à votre juste valeur et qu'on a besoin de vous impliquer dans la marche de certaines questions relatives à la culture, à la musique, les politiques de chez nous? J'ai pas envie.
Ça ne m'intéresse pas la politique, c'est les hommes qui m'intéressent. Ouais. C'est les actions positives qui m'intéressent. C'est pas les politiques. Moi, je suis pas politique. Je fais pas ça pour la politique. Et je ferai jamais de politique. Parce que du jour au lendemain, quand vous faites de la politique, vous êtes sorti de votre train de... Et donc, je préfère rester qui je suis et donner ce que je peux donner aux gens. Mais les politiques, je suis même pas ce que... Vous souhaitez pas être un artiste proche, on va dire, du pouvoir, par exemple, parce qu'ils sont régulièrement sollicités. Hein? Aujourd'hui, d'ailleurs, il y avait un événement du côté d'Yaoundé organisé par la première dame dans le cadre de l'anniversaire du CERA. Il y avait beaucoup d'artistes musiciens. Donc, forcément aussi, vous n'avez pas souvent été appelé. C'était ça la question, hein, par les gens du pouvoir. Je ne veux même pas être appelé, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas. Et non, c'est bien noté, je le dis à la télé. Do not call me, don't sweat. Et ok, ne vous fatiguez pas, ne m'appelez pas. Et moi, qui m'invite, déjà quand on m'invite déjà à chaque fois, j'ai remarqué au Cameroun, le gouvernement t'invite toujours à la dernière minute. Ouais, ce sont les privés qui vous invitent essentiellement aussi. Quand le gouvernement m'invite, c'est pour me dire, est-ce que M. Bona peut venir jouer au concert du cinquantenaire, c'est dans 3 jours. Ma question, c'est quand même, pour organiser un cinquantenaire, tu as quand même 10 ans, il reste 40 ans, 30 ans et 20 ans et 10 ans, tu sais quand même arrive le cinquantenaire. Pour m'appeler 3 jours avant quand même le concert, il faut être culotté quand même. Vous pouvez le faire pour le pays, pour l'intérêt de la nation. Arrêtez, il faut pas, non, je suis occupé et puis on m'appelle par la dernière minute, je suis pas invité de dernière minute moi. Non, quand on vous invite à la dernière minute, c'est que vous n'étiez pas convié déjà à l'avance. Maintenant, je suis pas en bouche-trou quoi, dans le Dieu quoi. Quand on m'invite au Japon, on m'invite à l'avance quoi. Quand on m'invite, quand je vais jouer pour Bill Clinton à sa deuxième fois, à la deuxième réélection, je le savais déjà à l'avance que s'il gagnait, on allait jouer. J'étais directeur musical d'Harry Belafonte à l'époque. Je sais à l'avance quoi. Maintenant, qu'on ne m'invite pas à la dernière minute, le président tchèque quand même il m'invite à l'avance quoi. Et quand on met, je sais pas, moi j'ai été reçu à Bordeaux, citoyen de la ville de Bordeaux par Alain Juppé récemment. Je l'ai su 3 mois, 4 mois à l'avance. Maintenant, ne me dites pas que je suis de mauvaise foi quand je viens au Cameroun, quoi. Qu'on m'invite pas le jour même. Est-ce que tu veux venir cet après-midi? Non, I can't do that. Est-ce que moi, si je demandais une audience le même jour, on me l'accorderait? Ok, donc je suis ministre aussi, hein. Je suis ministre de la masse, moi. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Demander l'audience au nom de Dieu, quoi. Hein? Bon, alors, surtout dans la question des politiques, le regard que vous avez ajouté sur la politique culturelle camerounaise telle qu'elle est menée, quand même. Parce qu'on a quand même le sentiment qu'il y a une réelle volonté à ce niveau, de par déjà l'existence de tout un ministère des arts et de la culture. Alors, le bilan que vous pouvez en faire, même si vous suivez ces choses-là un peu au loin. Mais de loin, on peut pas, je serais pas un bon juge, quoi. Je serais pas un bon juge. Ce serait pas, je suis très, je veux dire, j'essaie d'être juste et honnête, quoi. Donc je n'habite pas au Cameroun, je ne peux pas juger l'action culturelle menée par le ministère de la Culture. Mais par contre, je peux comparer à l'époque où je vivais au Cameroun à maintenant. Mais tout ce qui s'est passé, je ne sais pas. Mais je peux comparer et dire, on avait ci, mais on n'a plus ça. On a ci, on n'a plus ça. Je vois, on avait toutes des salles de cinéma où on traînait, là, des fois, cinéma le Douala, le Rex, Étoile, Vouri et tout. Il n'y a plus une salle de cinéma dans une ville comme Douala. Et ça, le ministère doit faire quelque chose quand même. Qu'il fasse quelque chose, parce que c'est pas juste, quoi. Tout à fait. Et ces petits cinémas nous ont fait rêver. Même quand on allait au cinéma à Rio, là, à Daido, vous n'avez pas peut-être connu ça, vous êtes trop jeune. Vous. Et on allait à Rio, on volait 25 francs à la maman, on allait payer, mais on prenait la chicotte après. Mais bon, c'est pas grave, on a vu un film de karaté, un truc. Mais on rêvait, quoi. Il faut faire rêver les jeunes. C'est là où est l'avenir, faire rêver les plus jeunes. Et si au ministère, ils commenceraient à le faire, je pense qu'on serait... Tout à fait. Vous avez parlé de faire rêver, vous êtes l'exemple parfait de celui-là qui a dû réussir, même si c'est rare dans le monde, parce que tout le monde ne peut pas accéder au même statut. Alors finalement, le Cameroun aujourd'hui est un pays où il ne fait pas du tout bon vivre pour la majorité des jeunes qui ploient sous, on va le dire, le joug du chômage également. Il y a très peu de possibilités d'insertion aussi. Vous avez à leur conseiller quoi, toutes ces masses qui n'ont pas des facilités d'épanouissement? Le problème chômage, c'est pas seulement un problème camerounais, quoi. Faut pas qu'on croie que c'est typiquement du Cameroun. Le problème du chômage en ce moment, c'est un problème mondial, quoi.
J'ai joué à Barcelone le 15 octobre. Je n'étais pas allé depuis 3 ans. J'ai vu que la conjoncture a changé, quoi. On est en Espagne, hein. Et on n'est pas au Cameroun, mais je l'ai vu que le chômage a énormément augmenté, quoi. Et que voilà, avec la mondialisation de toute façon, on n'est pas épargné, quoi. Donc c'est pas un problème camerounais. Et qu'est-ce que j'ai à dire aux gens? C'est de continuer à trouver en soi, même aller chercher au plus profond de soi-même, quoi, et travailler plus dur et être passionné et aimer son travail, quoi. Parce que quelque chose que j'ai remarqué quand même au Cameroun, les gens sont lésés. Comment tu dis lésés en français? Hein? On est paresseux au Cameroun. Moi, je suis très sincère. Ok? On ne peut pas donner 8 passeports aux gens de mon groupe. 8 passeports scannés que je scanne, qu'on envoie et tous les noms sont clairs. Et au moment où on imprime les billets, comment on arrive à se tromper quand même les noms, et à chaque fois ça se passe pareil. Ouais. Ça s'appelle l'inattention, quoi. Ouais. Et ça peut clouer un groupe de gens, une nation. Il faut qu'on soit travailleurs, quoi. Que ceux qui travaillent déjà, qu'ils soient beaucoup plus travailleurs et attentionnés, et que les gens soient passionnés. Et je dis aux gens, quand vous êtes passionnés de votre travail, vous n'aurez jamais l'impression d'aller travailler. Tout à fait. Et dans le domaine de l'art musical, restons-y finalement, à ce niveau, est-ce que on peut s'improviser comme ça, artiste, chanteur, ou alors il faut d'abord être convaincu qu'on a ça depuis la tendre enfance, peut-être comme c'était votre cas? Bah, il faut déjà l'aimer, quoi, moi je dis. Il faut déjà aimer ça, parce que si vous n'aimez pas ça, que vous ayez le succès ou pas, ça va pas passer, quoi. Ouais. Il faut déjà vraiment aimer ce métier, comme je dis, avoir de la passion pour ce métier, avoir de l'amour pour ce métier. Et ensuite, même quand on fait pas beaucoup d'argent ou beaucoup de tournées après, on aime quand même son métier. Ouais. Donc on a un équilibre mental qui est stabilisé déjà. Ouais. Maintenant, quand vous n'aimez pas ce métier, Harry Belafonte me l'a dit un jour, il m'a dit, ne chante jamais une chanson qui ne te parle pas dans le cœur. Même si c'est la chanson, parce qu'il a fait une chanson qui l'a rendu tellement célèbre, mais c'était pas une chanson qui est sortie des tripes, qui était du cœur. C'est la maison de disques qui l'a imposée, et c'est la chanson qui a fait de lui ce qu'il est devenu, mais n'empêche qu'au-dedans de lui, il n'était pas satisfait. Mais vous savez, Richard Bona, qu'il est très difficile d'accéder, on va le dire, à un statut qui vous permet de signer des contrats d'artistes, comme ça a été le cas avec des grandes maisons. Pour vous, vous êtes très peu à y arriver finalement. Ça veut dire que pour la majorité d'autres qui espèrent atteindre ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Il n'y a pas vraiment en musique, je vais parler de mon secteur d'activité, hein, qui est la musique, quoi. Donc je ne veux pas généraliser tous les secteurs, parce que bon, je ne peux pas parler de comédie, je ne suis pas comédien, quoique, hein, je suis un peu. Et donc pourquoi certains signent, pourquoi les autres, il y a beaucoup de concours circonstances, timing, où est-ce que t'es et tout. Il faut déjà aussi avoir le talent, quoi. Ouais. Je pense pas qu'on va te signer si t'as pas de talent, quoi, déjà. C'est vrai. Et donc, et quand on me signe, c'est pas facile. Même nous qui sont signés en major. Moi, mes 2 premiers albums, j'ai plus ou moins été, voilà, c'était pas des bons contrats. Je vais vous le dire. Ouais. Mais non, j'ai appris ma leçon, quoi. J'ai appris ma leçon au 3e album, j'ai compris. Et je me suis dit, tiens, par exemple, je donnerai plus jamais mes éditions. Et c'est la plus bonne décision que j'ai prise de toute ma carrière de musicien, c'est de garder mes éditions et de plus sacrifier mes éditions à n'importe quelle maison de disques. Et voilà, c'est ma plus bonne décision financière que j'ai prise. Les musiciens camerounais ont l'habitude de se plaindre un peu du phénomène de la contrefaçon. On appelle trivialement la piraterie des œuvres, de leurs œuvres. Est-ce qu'il y a un moyen de contourner cela aujourd'hui qu'ils pourraient s'approprier? Mais il y a des moyens, mais on les applique jamais. Une fois je venais au Cameroun, je voyais les artistes qui allaient taper sur les vendeurs à la sauvette et tout, mais ça c'est pas la solution, quoi. Ouais. Et non, il faut faire déjà l'action gouvernementale, le gouvernement doit s'impliquer. Ouais. C'est de la piraterie, c'est de la contrefaçon. Ouais. Non, c'est de la contrefaçon. C'est-à-dire que c'est de la contrefaçon, c'est du vol. Déjà, le gouvernement devrait s'impliquer. Et autre chose, moi je dis, si le gouvernement ne s'implique pas, trouvons des solutions. Je l'avais dit déjà il y a 6 ans quand je suis venu, non, pas il y a 4 ans. Je dis, trouvons une solution avec ces gens-là. C'est ces gens, mais ils ne viennent pas de Mars, c'est des Camerounais, ces marchands à la sauvette là.
Et quand tu regardes un marchand à la sauvette dans la rue, franchement, soyons simplement justes. Le mec qui a 4-5 CD là, s'il en vend 3 dans la journée, really. Ouais. Réfléchissons un peu. Et ce mec, il a peut-être un enfant à la maison, il a peut-être une épouse à la maison. Est-ce qu'on préfère, moi je préfère le voir me vendre mes CD dans la rue que de le voir en train de casser une baraque ou tuer quelqu'un pour lui arracher de l'argent, quoi. Ouais. Enlever ces gens-là de la rue, il va falloir compenser, leur trouver du boulot ailleurs, quoi. Donc il faut bien réfléchir à une solution d'ensemble. Ce que les artistes, moi je trouve, sont un peu... ils pensent qu'à eux sur ce point. Ouais. Une solution se trouve, c'est une solution d'ensemble. Ces sauveteurs, c'est des Camerounais. À partir du moment où le gouvernement ne s'implique pas, moi je me dis, trouvons une solution. Moi j'avais proposé, j'ai dit pourquoi on ne fait pas ceci. Moi je ne fais pas mon beurre ici au Cameroun. On dit aux sauveteurs, vous pouvez vendre Richard Bonnat. Pirater Richard Bonnat, c'est pas un problème. Ouais. Maintenant, un artiste qui fait son beurre au Cameroun, lui, c'est son marché de prédilection. On ne le pirate pas, que ce soit interdit. Qu'on on trouve des solutions. Pas simplement écarter les gens, ben non, tu fais plus ça. Alors, s'il fait plus ça, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Et il va faire quelque chose. Ouais. C'est vrai que vos propos, bon, c'est assez fort et assez édifiant aussi, mais peut-être parce que vous ne faites pas votre profit au Cameroun, vous n'avez jamais bénéficié de droits d'auteur au Cameroun, vous n'avez jamais été affilié à une société de droits d'auteur au Cameroun. Ni affilié, ni bénéficié, ni rien du tout. Ouais. Je leur ai souvent dit, si j'ai des droits, comme ils disent que j'ai des droits, faites des dons de bienfaisance à des, je sais pas, des orphelinats ou des malades et tout. Ceux qui n'ont jamais rien fait. Richard Bonnat, on va prendre votre témoignage sur Manu Dibango qui a récemment fêté ses 60 ans de musique, 80 ans. 80 ballets quand même. Ouais, hein. Il faut le faire. Tonton Manu a 80. Je suis allé manger chez lui cet été dans une canicule terrible. C'était quel mois ça? Au mois d'août, je crois, lorsque je passais à Paris. Et on a passé un bon moment. Henri Jo est venu aussi. Et qui c'est qui était là? Et ben sa famille, ses enfants étaient là. Donc on a passé un bel après-midi. Et donc voilà, et on lui dit bon anniversaire. Et j'espère encore qu'on va fêter d'autres. Qu'est-ce qui vous aura le plus marqué autour de sa personnalité quand même pendant toutes ces années, depuis que vous avez commencé à le côtoyer justement? Manu Dibango. Manu a été un guide, pas seulement à moi, même à des générations un peu plus. Manu a été un très grand guide à nous tous. Il reste toujours un guide à nous tous, quoi. Et même c'est pour cela que je prends toujours un plaisir énorme rien qu'à le voir, même si c'était qu'autour d'un plat. C'est ça aussi, hein. La musique c'est la vie aussi, quoi. Tout à fait. Et c'est agréable de partager ces moments avec lui. Et il nous apprend toujours, moi en tout cas il m'apprend toujours des choses à chaque fois que je le vois, et surtout il me fait rire beaucoup. Hein, c'est l'ancienne quand même. Tout à fait. Manu Dibango qui lui a eu le bonheur d'être célébré par la nation, je crois il y a quelques temps. Et un jour je lui rendrai hommage. Je vais rendre hommage un jour à Manu, et quand je ferai ça, que Dieu je me raserai mes dreadlocks. Et je lui ferai un concert au Cameroun. Je crois que vous assumez déjà. Je n'aurai pas le saxophone, j'aurai pas de saxophone, mais il serait bien de lui rendre hommage. Il y a quelques jeunes qui aimeraient vous ressembler également. Depuis quelques temps que vous venez au Cameroun, il y a un certain Armand Billac. Oui, je connais, j'ai fait une émission, j'oublie le nom de l'émission pour l'instant. J'ai fait une émission, j'ai découvert en fait une émission. Tout à fait. Super, super, c'était waouh. Et depuis le temps, vous avez essayé de faire quelque chose pour lui, pour qu'il essaye d'émerger un peu plus. Le fait que j'habite pas ici, vous voyez, c'est aussi le problème. Il se pose aussi au niveau géographique, quoi. Le fait que je sois aux États-Unis, même avec une chanteuse, une petite sœur à moi qui est Charlotte Dipanda. Elle m'a tanné pendant 1 an et demi. Moi, j'ai promis, je vais t'écrire un morceau. Mais il a fallu trouver le moment idéal entre mes tournées et j'ai fini par lui écrire un morceau et elle a chanté, je pense qu'il y a un succès et tout. Blick Bassi, c'est pareil, j'ai travaillé sur l'album de Blick Bassi. Donc je pense qu'avec ce jeune Armand, mais le problème c'est géographique en fait. Quand je viens pas régulièrement au Cameroun. Je suis sûr si j'étais au
quelques autres noms de jeunes artistes camerounais, pas forcément ceux qui sont dans votre registre, mais qui ont quand même, on peut le dire, la possibilité de faire bien ces dernières années. Vous en avez quelques? Je connais pas en fait la scène camerounaise. Vous avez entendu parler des Malaya, X-Malaya par exemple? Ah si, je connais, je les ai rencontrés. Ouais. Bah, ils sont déjà plus ou moins établis. Je pensais vous parliez des artistes qu'on pourrait... Non, les Malaya, je pense qu'ils font déjà beaucoup de tournées ici, non? Tous les autres. Ouais, mais ça, tu parles des artistes déjà qui font déjà, ça c'est des artistes confirmés déjà, qui gagnent déjà leur vie en tant qu'artistes, quoi, et qui font des tournées. Mais qui sont encore très éloignés on va le dire, du registre. Non, ils sont dans un autre registre peut-être, mais je ne pense pas éloignés forcément. C'est la musique, hein. Il n'y a pas de, j'ai jamais regardé la musique en termes d'échelle ou comme un organigramme, quoi. Donc je pense si Lady Pon s'est fait beaucoup dans l'Obikoti, c'est génial, c'est notre culture. Moi je fais dans ce que je fais et quelqu'un d'autre va faire de la psycho, quelqu'un d'autre, c'est ça le Vous êtes bien modeste, Richard Bona. Je dois quand même rappeler à nos téléspectateurs qui nous prennent seulement qu'il s'agit pour nous d'un grand moment. Ça n'arrive pas tout le temps parce que c'est un poids lourd. Finalement, il est là grâce, on va le dire, à la bienveillance de Suzanne Kalalobé. On va citer également Madame Edith Mongue Edimo, voilà, qui l'accompagne avec Eric Christiania également. Toute la grosse équipe autour de l'artiste qui doit donner un double concert événement au Cameroun, mais ça coûte très très cher, vraiment, c'est pas tout le monde qui en a la possibilité. C'est un artiste élitiste aujourd'hui, il faut le comprendre dans tous les cas. Tout le monde ne peut pas avoir accès à Richard Bona. Nous sommes très heureux de l'avoir ici en studio, en direct. Et là, dites-nous comment ça s'est passé pour qu'on puisse caler les dates de ce concert. Parce que vous plaignez tout à l'heure des gens qui vous appellent, on va le dire 2 ou 3 jours avant. Pour cette fois-ci, vous nous confirmez que ça a été... ça a été calé le 17 juin 2003, voilà. Donc 2013, pardon, excusez-moi, ma bad. Voilà. Donc ça a été bouclé le 17 juin 2013, voilà, cette année. Donc ça me laisse le temps de pouvoir justement faire mon planning à l'avance, quoi. Je pourrais pas boucler un truc comme ça un mois avant. Tout à fait. C'était par les soins on va le dire, des multinationales implantées au Cameroun ou alors d'un comité d'organisation locale? Avec Orange et Edith qui ont trouvé non seulement la période, mais la période est déjà plus ou moins choisie parce qu'ils savent déjà qu'à cette période c'est la période à laquelle je peux plus ou moins venir au Cameroun et tout, donc et voilà, ils ont Edith et Orange ils ont eu puisqu'Edith me représente plus ou moins ici, et ils ont eu la réunion, et puis voilà, après la réunion, on a décidé de la date, je pense, ou de la période, je crois déjà, mais ça a été déjà décidé depuis le mois de juin, quoi. Tout à fait. Ouais. Et vous avez donc débarqué avec votre groupe, mais je vais quand même faire un rétro-pédalage pour rappeler que parce que les statistiques nous révèlent que quand vous vous établissez à New York aux États-Unis, vous avez travaillé avec les plus grands, vous avez cité Harry Belafonte, et quelques autres noms, Larry Coriel, Randy Brecker, Pat Metheny, Mike Manieri, Mike Stern, ils sont nombreux, franchement. Alors, il n'y a pas beaucoup d'Africains, il y a Manu Dibango et Salif Keita, je crois, avec qui vous avez pu collaborer aussi. Ouais, sur un de mes albums, ouais. Alors, et ça m'amène à vous poser la question. Donc, sur le plan africain, quels sont ceux-là pour qui vous avez beaucoup de respect aussi comme artiste musicien ces dernières années? Il y a un jeune guitariste. Il y en a. On peut pas mettre tout le monde dans le. C'est vrai. Les Africains. Il y a Lionel Loueke. Le jeune guitariste béninois. Voilà, j'ai enregistré 2 morceaux dans mon studio donc j'ai joué, j'ai chanté aussi, donc j'ai collaboré sur son album, enregistré dans mon studio à Brooklyn. Donc je travaille aussi avec les Africains, quoi. Maintenant, en dehors de moi, je suis un étudiant de la musique et j'aime bien. Je me lasserais si je jouais qu'un seul style de musique, quoi. Là je suis avec un groupe cubain. Là je revenais d'Asie de tournée. Il y a 2 semaines j'étais en Asie en tournée avec un autre projet qui n'a rien à voir avec la musique cubaine, quoi. Je pense que si je jouais qu'une seule musique ou que ma musique même, ça me ferait un peu voilà, j'aime bien ce changement, j'aime bien la variété, et c'est ce qui fait que je pourrais aller faire aisément, comme j'ai fait cette année, près de 100 concerts, sans me fatiguer. Parce que et on a envie de vous demander d'où vous tenez les ressources, votre hygiène de vie, ça se passe comment pour essayer de garder l'équilibre? Mon hygiène de vie, ce que je bois pas déjà.
Je bois pas, je fume pas, et donc c'est déjà un atout, je dirais. Parce que... Mais maintenant, avec l'âge, quand je dois dire, parce que je voyage plus comme quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, ce qui m'embête, c'est les voyages, en fait, quoi, les décalages horaires. J'ai du mal maintenant avec les décalages horaires, malheureusement. On peut y remédier en prenant de la mélatonine, des trucs, mais j'ai décidé que je ne prendrai jamais rien. Donc... Voilà. Prenez aucune substance illicite quand même. Pas encore. Ça peut arriver. L'année prochaine. Alors, est-ce qu'il y a de la place? Faut jamais dire non. Est-ce qu'il y a de la place pour une vie de famille? Marié, on a lu que vous avez 2 enfants. Christelle, 22 ans, et Léo, 11 ans. Alors, ça veut dire qu'il y a une femme dans votre vie quand même. Bien sûr. Et j'ai un fils de 7 mois maintenant, 8 mois maintenant. Ouais, voilà. Donc, en 3e enfant qui est arrivé, voilà. Bah ouais, donc je continue à travailler, quoi. Ouais, alors, comment vous gérez malgré tout, parce que de votre statut de jeune premier, d'icône pratiquement, toutes ces sollicitations, c'est difficile, quoi. Quand on a choisi de faire ce métier, c'est un métier difficile quand il faut être un vrai père de famille. Mais en même temps, moi je dis, père de famille, c'est pas parce qu'on voit son fils tous les jours qu'on est un bon père de famille. Vous voyez ? C'est vrai. Voilà. Donc je vois peut-être pas mes enfants comme traditionnellement ça se passe, mais je passe what I would call a quality time. Yes. Quand je les vois, je passe un bon temps de bonne qualité. C'est-à-dire là, et puis je les ai initiés, mes enfants. Dès le début, c'est-à-dire mon fils là, il a 8 mois, il était en tournée avec moi en Asie. Ah ouais, c'était un peu, je le voyais, il a 8 mois. Il était dans les loges, quand je suis dans la loge, il est fatigué, il est décalé, il dort avec moi. Je veux qu'il apprenne tout de suite ce que je fais. En tout cas, vos enfants ne peuvent pas avoir une enfance normale aussi. Non, mais je veux pas, ils sont gypsies, ils sont comme des gitans, mes enfants. Et tant pis pour votre épouse alors pour elle, elle était là aussi, donc voilà. Vous ne pouvez pas l'amener partout. Je peux pas amener partout, mais j'amène quand même. Là, j'ai pas amené... une fois, je suis venu avec mon grand-fils, bon, il est grand maintenant, mais celui de 8 mois, bon, j'attends toujours un peu avant d'amener en Afrique. Mais tout à l'heure, ma question, c'était au niveau des sollicitations de la gente féminine. On sait que les artistes qui sont, on va le dire... la gente masculine aussi, on est aussi sollicité par la gente masculine, hein. Bon, vous voyez que la gente féminine et tout, mais on est sollicité par tous les agents. Plus les femmes, monsieur Richard Bonin, donc c'est ce que nous avons appris. Comment vous arrivez à gérer toute cette pression-là? Par toutes les gens qu'on est sollicité. Comment on arrive à se... Mais c'est pas une pression, quoi. Je suis pas... C'est pas une pression. Déjà, je sors pas. Déjà, c'est un atout. Donc je suis au Cameroun, je suis dans mon hôtel, peut-être je sors manger, mais je joue tout le temps. Donc tu vas pas me voir en boîte de nuit. Donc déjà, pour éviter d'être sollicité, il faut se refuser d'aller aux endroits où on va être sollicité. Tout à fait. Déjà la première règle. Et je crois que c'est bon à savoir pour tout le monde. Oui. Pour y compris même les Christians aussi. Ne dites pas que je veux pas être sollicité et vous tous les soirs vous êtes en train de vous trémousser les reins dans une boîte de nuit. C'est clair. C'est un peu contraire. Donc j'y vais pas pour ne pas être sollicité pas parce que je ne fais pas confiance. On ne sait jamais. La tentation reste une tentation. Comme je dis souvent, donc je préfère éviter même d'être tenté. Tout à fait. Ça c'est clair, et vous arrivez plutôt à vous en sortir. Je m'en sors très bien. Très malin, je m'en sors toujours très bien. Même si ça peut venir vous trouver, vous n'avez pas de... Ça ne va pas me trouver. J'ai fermé ma porte. J'ai fermé ma porte et j'ai mis l'espèce de truc là pour caler la porte. Donc il va falloir une armée là pour venir me déloger. C'est vrai que vous êtes à Douala. Vous savez, tous les expatriés qui débarquent au Cameroun, célibataires, ont du mal à repartir comme cela. Donc forcément, avis à toutes les jeunes filles et dames. Parce qu'il y a l'histoire de l'artiste antillais Mehdi Custos qui est arrivé au Cameroun. Il a eu beaucoup de mal en direct parce que les Camerounaises sont spécialement jolies et belles, c'est reconnu dans le monde. Donc forcément, donc vous êtes prévenu, monsieur Richard Bonin. Il est pris, c'est plus un cœur à prendre, forcément. Donc c'est... Ne me casse pas le marché comme ça. Ok, on va sortir, je crois. Je regarde, il nous reste une dizaine de minutes, vraiment, avec la permission de tous ceux qui vous accompagnent, pour évoquer le cas de Mandela.
Vous êtes une icône africaine, il n'y en a pas beaucoup sur le continent, et il est parti, comme cela on a vu l'hommage planétaire qui lui a été rendu. Est-ce que vous avez eu une histoire particulière avec ce personnage aussi, ou bien avec l'Afrique du Sud, tout au moins? Je vais vous dire, je viens d'arriver aux États-Unis, et Mandela vient d'être libéré. M'appelle un jour Harry Belafonte, qui a beaucoup milité pour Nelson Mandela. Et vous savez bien, les États-Unis étaient pour l'apartheid. Hein. Il faut dire les choses aujourd'hui. Tout le monde se fait... je suis américain, hein, je vois, mais il faut dire que pendant le régime d'apartheid, et la France, et l'Angleterre, et les États-Unis, tout le monde était pour ça. Okay? Dans nos passeports au Cameroun, nos passeports à l'époque, si vous vous souvenez, nous, le gouvernement camerounais, même nous donnait des passeports en écrivant, on pouvait voyager partout, sauf en Afrique du Sud. Je ne sais pas qui leur a demandé de mettre ça sur nos passeports, mais mon premier passeport, c'était bien mentionné, noir et blanc, pour ceux qui avaient des passeports à l'époque. Donc, mon contact Harry Belafonte pour que je sois son directeur musical. Moi, je ne connaissais pas Harry Belafonte au début. Et donc, il m'appelle au téléphone, il fait son charabia, moi, je ne comprends pas. Il demande à me rencontrer, donc je vais au rendez-vous donc, dans son bureau à la 43e rue. Et quelques jours avant, je regardais la télé, la libération de Mandela, c'était un truc planétaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore. Tout à fait. Et j'arrive au bureau de ce monsieur, on me demande des pièces d'identité et tout. Je dis, mais c'est quoi ce type Belafonte là? On demande des pièces d'identité pour arriver. Et il était, je me souviens, il était au 38e étage, un truc comme ça. J'arrive avec deux bodyguards, avec deux gardes du corps qui m'accompagnent. Il était en réunion, on me dit. J'attends dans le couloir, donc je sillonne un peu, je vois les photos de lui avec Jimmy Carter, avec le père Bush. Je dis, bah dis donc, mais c'est un crack en fait finalement, quoi. Il est avec tout le monde, quoi. Ouais. Avec Nixon, avec tout le monde et tout. Et qui sort de son bureau? Nelson Mandela. Et je peux te dire que Nelson Mandela a serré ma main ce jour. Ouais. J'ai pas lavé ma main pendant... C'est sérieux. Ouais, il va me manquer. Vous avez serré la main de Nelson Mandela. Ah oui, il sortait du bureau de Harry Belafonte. Ouais. Et là, j'ai cru rêver. Là. Je me demandais, mais pourquoi il y a beaucoup de sécurité là? C'est quoi ce truc? Mais c'est parce qu'il était en fait dans le... Et il est allé, et Nelson était tellement humble, et il est allé remercier tout le monde qui a supporté son combat. Même quand les gens étaient contre et tout. Et moi, je l'ai vu au bureau très vite, hein, mais ça s'est fait quand même. J'y croyais pas, donc voilà. Donc, est-ce qu'on peut retenir véritablement, définitivement, que ce aura été un personnage messianique, forcément? Ouais, on a perdu un grand homme, quoi. On a perdu un homme de paix, on a perdu un homme, un combattant, quoi. Un Africain, un vrai Africain, quoi. C'est, je sais pas comment... C'est dommage, mais en même temps, il était peut-être temps pour lui d'aller se reposer. À cet âge-là, on voit plus trop ce qu'on peut... On s'attendait plus ou moins à ça aussi, quoi. C'est triste, mais on s'attendait plus ou moins à ça, quoi. Mais c'est quelqu'un qui a bouleversé. À travers lui, est-ce que vous auriez... Parce qu'on est regardé dans une cinquantaine, on va le dire, de pays, parce qu'on est une chaîne satellitaire aussi. Vous auriez un message en direction de chefs d'État africains qui pourraient s'inspirer, par exemple, de cet exemple-là, même s'il est unique aussi. Parce que depuis Sankara et tous les autres, Jomo Kenyatta, on n'a pas connu quand même des personnages exceptionnels comme ça. Hein. Pour devenir comme Mandela, c'est pas une inspiration, quoi. Ouais. On est comme ça. C'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On est né comme ça, quoi. On ne devient pas comme Mandela, à la base déjà. Donc, s'il est président, s'il y a à dire au président de s'inspirer, on ne s'inspire pas. On devient comme Mandela, avec les actions qui peuvent être posées, quoi. Et pas simplement s'inspirer, c'est... Donc, ils savent quoi faire, de toute façon, les chefs d'État, ils savent mieux que moi ce que faire. Ils savent bien ce que Mandela a fait, ben faites-le, c'est tout. Ok, voilà, on va sortir tout doucement. Alors, en 2012, vous remportez le Grand Prix Jazz de la SACEM, entre autres parce que vous avez rassemblé beaucoup de récompenses dans votre riche parcours.
À ce niveau, dites-nous déjà la mécanique. Comment ça se fait hein, pour vraiment, parce qu'il y a une polémique au Cameroun aussi où en matière d'attribution des prix aux artistes et musiciens, il y a beaucoup de complaisance aussi dans les médias. Oui, c'est vrai. J'ai jamais reçu de prix ici, donc je peux pas, je sais pas. Ah bon, je crois qu'on vous a déjà décerné un prix de meilleur artiste ici de la diaspora, forcément. Peut-être que vous n'avez pas été au courant. Hein. Alors, vous avez reçu le prix de la SACEM, je le rappelle, en 2012. Donc, la SACEM, donc ça veut dire la Société du droit d'auteur, c'est elle qui est habilitée normalement à décerner ces prix-là, c'est ça? Mais c'est pas seulement elle, le prix de la SACEM, c'est un prix des professionnels. Il est même beaucoup plus, il est plus valorisant même que le Grammy que j'ai. C'est un prix de professionnels. Vraiment, c'est les gens du métier, c'est tes collègues. Quand tes collègues votent pour toi, donc ça a une meilleure signification, quoi. Que quand c'est les auditeurs qui votent, quoi. Parce que quand on vote pour le Grammy ou pour j'ai une victoire de la musique aussi. Mais ça, c'est des polls, comment tu dis, les fans votent aussi, quoi, plus ou moins, quoi. Et donc, c'est tout un autre système de vote, quoi. Mais quand c'est le Grand Prix SACEM, c'est vraiment un truc très restreint que pour des professionnels, donc il est beaucoup plus valorisant en fait, quoi. Tout à fait, c'est ça. Donc vous aviez donc à recommander cela forcément aussi pour le cas du Cameroun, effectivement. Alors on va aller conclure parce que nous avons moins de 5 minutes, nous signale-t-on. Alors Richard Bona, alors les rendez-vous que vous avez à passer ici, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre au-delà, on va le dire, du double concert de Douala et Yaoundé? Du double concert de Douala et Yaoundé, je dois, moi, en dehors de ces deux concerts, je dois rendre visite aux orphelins à Bonamoussadi. Et ça me tient à cœur, ça il faut que je le fasse. J'ai promis de le faire et je vais le faire. Et je sais que les gens se plaignent par rapport au prix du concert. Mais il ne faut pas oublier qu'une partie de cela est reversée quand même aux malades du cancer ou pour la cause. Donc, autre chose, je vais déguster les mets que je n'ai pas mangé depuis un moment aussi, quoi, parce qu'il faut se faire plaisir aussi. Tout à fait. Donc ça aussi, je vais le faire. Et puis là, je vais au Ghana. Je vais passer Noël avec des gamins au Ghana. Voilà, je vais m'arrêter à Lomé aussi, je vais m'arrêter au Ghana et je reviens ici pour Nouvel An. Voilà. Okay. Donc le rendez-vous avec les orphelins de Bonamoussadi, c'est quand exactement? Je ne sais pas encore, je ne l'ai pas encore, mais je vais le faire. Ça se trouve, je vais le faire au retour du Ghana. Il faut que je trouve un... Donc, parfait citoyen du monde aujourd'hui qui n'est plus seulement un fils du Cameroun, vous vous reconnaissez comme un fils d'Afrique. Nous avons été heureux de vous accueillir, c'était pas facile. Merci. C'est exceptionnel, on vous l'a dit, c'était une édition spéciale effectivement. Le générique de fin est lancé. Est-ce que vous auriez quelques dernières formulations en direction de nos téléspectateurs pour cette fin d'année? Il ne reste plus qu'à souhaiter un joyeux Noël à tous les téléspectateurs et ceux qui nous ont écoutés. Et bonne année aussi. Et que 2014 soit une très très bonne année. Et surtout qu'on aille tous gagner la Coupe du Monde, moi je vous le dis. Tout à fait. Vous serez du rendez-vous brésilien effectivement. Avant et pendant la Coupe du Monde aussi. Avant j'y vais déjà pour leur annoncer la victoire du Cameroun. Je sais, quand je l'ai dit hier, tout le monde s'est mis oh là, ils ont déjà peur. Mais on va la gagner. Et puis en juin, j'ai dit à mes managers, je ne tourne pas cet été. Je vais aller au Brésil. Voilà. Donc, vous êtes ami des footballeurs aussi. Samuel Eto'o, vous connaissez? Super footballeur que je connais. Voilà. Alors, pour aller gagner la Coupe du Monde, pour vous, qu'est-ce qu'il faut? Roger Mila dit il faut changer d'entraîneur, prendre un très grand coach. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard, attention, je veux pas. C'est trop tard maintenant, quoi. S'il fallait changer d'entraîneur, il fallait le faire déjà. Il y a combien? Il reste quoi ici? 6 mois, franchement. Là. On va nous amener un autre mercenaire là. Pour essayer de. Non, il est là, il commence à connaître des joueurs. Je pense qu'il faut le laisser finir. Sans doute que votre parole sera entendue. Merci, monsieur Richard Bona. Je vais vous serrer la main en direct aussi. Et peut-être que, on va le dire, à l'image de la rencontre que vous avez faite avec Nelson Mandela, votre bénédiction va nous accompagner pour la suite.
de cette émission. Vraiment, on remercie tout le monde, Eric, Christian, Madame Edith aussi, Suzanne et la direction générale surtout, parce que c'est exceptionnel. Vous êtes le seul qui a réussi à bousculer les programmes depuis qu'on a commencé Suzanne, cette affaire. Elle n'est pas très loin. Hein. Elle est là? Voilà, elle est là. Voilà, merci donc à Jean-Jacques Bédian et toute son équipe, Chrétien Foucault à la réalisation et tous les autres. Technico-artistique, madame, monsieur, restez. Très bonne fête de fin d'année. Demain est un autre jour, probablement avec une autre grosse figure du monde musical. À très bientôt.